Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne du GK Trading. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, surtout d'être avec Marc Raffard qui est venu sur Genève. Donc ça fait vraiment plaisir que tu as fait le déplacement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, avant que tu te présentes rapidement Marc, on va regarder ensemble les différents styles de trading qui existent et les styles d'investissement d'une certaine manière qui existent. Et on va un petit peu les décrypter, les décortiquer d'une certaine manière pour voir ceux qui peuvent être intéressants, voir aussi les stratégies qui sont associées à ces styles de trading. Et clairement, cette vidéo, elle va vous aider à trouver peut-être votre style de trading si vous êtes débutant ou même peut-être d'investissement. On va parler notamment d'investissement sur les ETF car Marc n'est pas à Genève pour rien. On prépare aussi du contenu sur l'investissement ETF qui va sortir très prochainement. Donc regardez bien aussi les liens dans la description. Est-ce que Marc, tu peux te présenter rapidement ? Rapidement, alors je m'appelle Marc Raffard, j'ai plusieurs années, une dizaine d'années d'expérience dans le courtage, j'ai travaillé pour des émetteurs d'ETF aussi et aujourd'hui je partage toutes mes connaissances à travers ma chaîne YouTube et à travers des articles que j'écris pour Café de la Bourse. Et donc Marc, tu as travaillé pour différents brokers, émetteurs d'ETF, est-ce que tu peux les citer et en dire un peu plus en détail ? Alors j'ai commencé à travailler d'abord pour FXCM, donc un gros courtier américain, ensuite à Londres j'ai travaillé pour Oanda. Ensuite j'ai travaillé pour un prime broker, donc c'est un broker de brokers. Dans le jargon on appelle ça un fournisseur de liquidité, liquidity provider. Ensuite j'ai travaillé pour JFD Broker que j'ai rencontré en étant prime broker, c'était mes clients. En fait c'est un peu c'est une anecdote un petit peu parce que amusante. Du coup les brokers par exemple CFD ont des LP, des fournisseurs de liquidité. Exactement. Qui sont des banques généralement ou des gros brokers. Ou des grosses institutions, voilà. Okay. Et en fait, je les ai rencontrés comme ça, j'étais en contact avec le fondateur et de fil en aiguille, voilà, il s'est trouvé qu'on s'entendait bien, on avait la même vision du marché et donc du coup j'ai rejoint le JFD Broker, je suis resté 4 ans chez eux. C'est à ce moment-là aussi que je me suis expatrié en Bulgarie, parce que ça fait maintenant 10 ans que je vis en Bulgarie. Et ensuite, alors j'ai fait un tout petit passage dans les cryptos. J'ai travaillé pour 2-3 boîtes de crypto à l'époque, en 2016. Les cryptos, d'ailleurs, on pourra en parler un jour, si tu veux, de cette expérience-là. Et ensuite, je suis revenu sur la finance traditionnelle et j'ai travaillé effectivement pour des émetteurs. Donc, j'ai travaillé pour Granite Share, pour Leverage Share. Donc, c'est 2 émetteurs d'ETP. C'est des produits à levier, c'est des produits de trading, hein, vraiment. Et j'ai travaillé ensuite pour un ETF qui propose toute une gamme d'ETF sur les cryptos, sur les actions. C'est voilà. Un gros émetteur d'ETF ? C'est un assez gros émetteur. De mémoire, je crois qu'il doit avoir... Alors à l'époque où j'y étais, il devait avoir 2 milliards d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, il doit avoir un peu plus de 3 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Ok, ouais, donc c'est quand même relativement gros. C'est gros. Alors après, ça dépend à qui on compare. Voilà, si on compare avec un BlackRock ou... Voilà, si on compare avec BlackRock ou Amundi, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Mais voilà, ça reste quand même un émetteur. Pour comparaison, Granite Share et Leverage Share, ils étaient beaucoup plus petits. Hein. Granite Share, quand je suis... Bon, c'est pas le même type de produit non plus, mais ils avaient 250 millions d'AUM. Donc on est quand même pas du tout dans les mêmes niveaux. Ce qui est pas tant que ça en réalité. Même quand en comparaison avec les boîtes aujourd'hui qui font de la finance de marché ici en Suisse, le minimum c'est 250 millions pour être rentable presque. C'est ça. Quand on fait ce genre d'activité. Ok, mais c'est intéressant, plus de 10 ans d'expérience du coup en institution financière, c'est incroyable tout ce que tu as dû voir passer et on va en parler d'ailleurs. Et en trading, globalement, ouais, ça fait 17 ans que je suis sur le marché. Donc, ok, voilà. Parfait. Alors on va commencer la vidéo maintenant que tu as fait ta présentation. On va commencer par la partie trading, ensuite la partie investissement. Alors le premier style de trading qui n'est pas très populaire des particuliers, et je pense qu'il y a des raisons d'ailleurs, c'est le trading haute fréquence. Qu'est-ce que tu penses du trading haute fréquence ? Tu peux expliquer ce que c'est et aussi nous dire est-ce que ça peut être accessible à un particulier ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'envisager de faire ça ? Alors le trading haute fréquence, c'est un style de trading, comme tu le dis, qui s'adresse plutôt aux professionnels. Alors attention parce que le terme haute fréquence c'est un peu fourre-tout aussi, hein, parce que dès qu'on a un algorithme de trading qui scalpe un petit peu, on appelle ça du trading haute fréquence. Ou un robot MT4 qui est vendu sur internet, sur Telegram, c'est de l'haute fréquence. C'est du trading haute fréquence. Le trading haute fréquence c'est un peu un terme, voilà, faut faire attention. Le vrai trading haute fréquence tel que moi j'ai pu le voir côté institutionnel, ça nécessite des grosses infrastructures, des coûts importants. Dans le meilleur des cas, il faut être ce qu'on appelle en cross-connect avec les serveurs du marché ou du broker. Ça veut dire qu'il faut louer un rack physique dans le serveur, dans la salle de serveur, sur lequel vous avez un câble qui relie directement à la bourse. Alors, je fais un petit signe comme ça, mais ça peut être 1 mètre ou 2. Mais en gros, on passe pas par l'infrastructure Internet.
On part sur de la fibre optique qui est directement connectée du client, enfin du système de trading haute fréquence au courtier ou à la bourse même directement. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui le trading haute fréquence? Donc pour expliquer, c'est le fait presque d'être plus rapide que les bourses d'une certaine manière. C'est ça. D'être extrêmement rapide, de rester sur le marché moins d'une seconde. C'est ça le principe du haute fréquence. Et moi je sais qu'à l'époque j'avais un ami qui travaillait dans cette industrie qui arrivait à faire à peu près, sur faire de ma part, 8% par an. Hein. Donc on est bien loin des performances qu'on peut imaginer sur internet lorsqu'on parle de haute fréquence. C'était 8% par an, mais qu'il arrivait à tenir de manière assez stable, année après année. Et à un moment donné, un autre, son business s'est un peu arrêté avec les connexions qui étaient bien meilleures pour tout le monde en fait. Ouais, et avant, il avait une longueur d'avance avec les infrastructures qui lui coûtaient assez cher. Et aujourd'hui, avec la 5G, la 6G qui va arriver, etc., tout le monde en fait peut être extrêmement rapide sur le marché, ou presque. Je simplifie, mais c'est un peu évolué aussi à ce niveau-là. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une course à la technologie. Donc en fait, je dirais pas que c'est impossible, mais tant qu'il y a quelqu'un qui a des moyens supplémentaires pour déployer une technologie qui sera plus rapide que la vôtre, et il y a des moyens. Concrètement, si demain vous êtes un génie de l'informatique et que vous avez programmé un programme de trading haute fréquence, vous trouverez des capitaux et pour financer les infrastructures, si c'est rentable bien sûr. Hein. Si on trouve que c'est rentable, on trouve toujours de quoi financer. Donc c'est une course à la technologie. Je vais donner 2 exemples. Il y en avait un qui reliait, je ne sais plus, c'était aux États-Unis, la côte Est et la côte Ouest. Et pour du trading haute fréquence, donc c'était probablement entre Vancouver et Chicago, enfin quelque chose comme ça. Et il a déployé tout son propre réseau de fibre optique. Donc le gars est vraiment des tranches, donc ça a coûté des centaines de millions. Il était tout seul sur son réseau. Son propre réseau pour aller plus vite. Pour vous donner un ordre d'idée des infrastructures qui peuvent être déployées. Donc en tant que donc c'est pas accessible pour un particulier. Et après, quelques mois après, quelques années après, entre l'Allemagne et Paris, les antennes radio qu'on avait autrefois pour la télé hertzienne, qui ne sont plus utilisées parce qu'aujourd'hui on a la télé par internet ou par satellite, et ben ces réseaux, il les a rachetés, c'était des réseaux de micro-ondes en fait. C'était des ondes c'est même les mêmes ondes que le micro-ondes qui fait chauffer les aliments, mais c'est des micro-ondes qui sont encore plus rapides en fait que la fibre optique. Il a racheté toutes les antennes entre l'Allemagne et la France pour relier la bourse de Paris à la bourse de Francfort, pour avoir quelque chose qui est encore plus rapide que la fibre optique. Et à ce moment-là, on gagne quoi? Mais on gagne des microsecondes. Mais voilà, donc on est dans un univers qui dépasse de loin ce qui est accessible pour les particuliers. Maintenant, après, on peut avoir des algorithmes de trading qui font du scalping, qui jouent sur... on ne peut pas appeler ça du haute fréquence. Justement, on va passer sur le deuxième style de trading. Et si tu me permets, juste avant, le haute fréquence, il y a 2 trucs aussi. On parle beaucoup des manipulations de marché avec le haute fréquence. Alors ça, c'est encore un autre sujet. C'est des algorithmes qui vont placer des ordres dans le carnet et qui vont retirer les ordres juste au dernier moment. Ça, c'est justement sur le scalping aussi au carnet d'ordre. Hein. Mais ça, c'est de la manipulation de marché. Par contre, le haute fréquence qui fait comme ça, qui fait bouger le marché en plaçant des ordres et en les retirant juste derrière. Et ça, c'est interdit. Hein. Les régulateurs comme l'AMF chassent ce genre de pratique. Ok, très bien. Donc du coup, la transition est parfaite pour parler du scalping. Alors, le scalping, donc rien à voir avec la haute fréquence. Rien à voir. On reste évidemment sur le trading actif. Mais le scalping... ça consiste à passer des ordres sur les marchés financiers, que ce soit sur les contrats futurs ou même sur d'autres produits. On reste très peu longtemps exposé sur le marché. Généralement, on passe beaucoup de positions, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être simplement une position par jour, mais on reste très très peu longtemps sur le marché, moins d'une minute par exemple. Ça, c'est du scalping. Ça peut être accessible aux particuliers, mais évidemment qui ont de l'expérience. Parce que là, il faut être solide en termes de psychologie, en termes de stratégie, il faut être sur des bons produits, il faut maîtriser les conditions de trading qu'on a, donc bien regarder les spécifications des contrats. Qu'est-ce que tu penses du scalping? Est-ce que ça peut être adapté pour un particulier? Oui, non? Est-ce que tu en as fait? Alors j'en ai fait, j'ai beaucoup aimé. Alors ce que je pense du scalping, c'est que c'est un style de trading qui est très fun, parce qu'on ne s'ennuie pas. Ouais. Faut savoir que l'une des qualités, on en parlera peut-être tout à l'heure sur le day trading ou le swing trading, l'une des qualités du trader, c'est de la patience aussi. C'est ça qui fait toute la différence et beaucoup de particuliers ont du mal à comprendre ça. Et alors le scalping, c'est vrai que c'est fun parce qu'on n'a pas besoin de travailler sa patience. On est dans le feu de l'action, on trade. Alors moi, ça m'est arrivé de participer à des tournois de trading où j'ai pris jusqu'à 200 transactions dans la journée, donc ça n'arrête pas. Donc c'est fun. C'est stressant, mais c'est palpitant aussi. Et c'est très addictif. Donc, il faut faire attention parce que quand on commence à scalper, on ne s'arrête pas.
Donc c'est un style de trading moi je trouve qui est intéressant. Maintenant, c'est un style de trading qui nécessite, comme tu le disais, d'avoir un excellent courtier. Parce qu'on a besoin d'excellentes conditions de trading, tant au niveau des spreads que des commissions, que des exécutions, pas de slippage. Enfin, il y a plein de conditions à réunir pour trader, pour faire du scalping dans de bonnes conditions. Et ensuite, ça nécessite quand même de l'expérience. Clairement, je pense d'ailleurs que c'est un des styles de trading accessible en particulier qui est, à mon avis, le moins rentable, je pense, pour les personnes qui se lancent là-dedans. Et ça, je le dis sans critiquer le scalping, parce que je pense que ça peut être adapté quand on sait bien le faire, qu'on a de l'expérience, ou même un particulier avec 5 ou 6 ans d'expérience peut faire du scalping. Je pense faire des choses intéressantes. Mais moi, j'ai été un peu vacciné, entre guillemets, avec mon expérience en interne chez un broker, et j'ai remarqué que les personnes qui faisaient du scalping avaient généralement de moins bons résultats que les personnes qui vont faire du day trading, même du swing trading, parce que le scalping, c'était un peu plus des profils de joueurs, entre guillemets, que j'avais. C'est ça la réalité. Après, il faut différencier le bon scalper du mauvais scalper, évidemment. Quand on est bon scalper, en fait, le scalping, on peut le faire, mais faut pas le faire faut pas le faire pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que le scalping, comme on le disait, ça nécessite des compétences, ça nécessite d'être expérimenté, ça nécessite d'être aguerri sur les marchés. C'est une activité passionnante. C'est palpitant, mais par contre très souvent j'ai remarqué moi en tant que courtier que les gens ils commencent par le day trading ou par le swing trading et qu'à défaut ils n'y arrivent pas parce qu'ils se prennent les tendances mais dans le mauvais sens des fois, les grands mouvements, et en fait ils ont ce raisonnement qui est erroné de croire qu'en restant moins longtemps sur le marché ils sont moins à risque. Et c'est vrai que ça peut être un raisonnement qui peut sembler logique. On se dit, si je reste 2 jours sur le marché, je suis plus à risque des grands mouvements qui vont se produire pendant 2 jours que si je reste, donc je prends un petit micro-mouvement du marché. Alors, ça peut sembler vrai, mais en réalité, non. Parce que comme on multiplie à chaque fois le nombre de transactions qu'on prend dans la journée, en fait, on multiplie à chaque fois son exposition à un risque potentiel. Donc, en fait... Alors, c'est plus risqué parce qu'on multiplie le risque, et on paye aussi plus de frais. On paye plus de frais. Alors après, en plus, en scalping, très souvent, on est tenté d'utiliser plus d'effets de levier parce que quand on va chercher moins de points, donc on a envie que ça vaille le coup de rentrer sur le marché. Alors que même... quelqu'un qui voudrait vraiment absolument faire du scalping, moi j'ai rien contre, même un débutant qui dit moi je veux me former au scalping et je veux faire ça, pourquoi pas, mais à ce moment-là, il faut le faire sans effet de levier. Alors après, sans effet de levier, il faut avoir un capital immense dans ce cas-là. Ou alors, il faut être très patient. Il faut être très patient et on ne va pas sortir forcément une grosse performance, mais on va y passer beaucoup de temps. Et c'est ça le problème du scalping. C'est que le rendement par rapport au temps qu'on passe n'est pas si incroyable que ça. Pas du tout même. Parce que vous allez y passer des journées devant les écrans à 100% et vous n'allez pas forcément gagner plus qu'un day trader. Ok, alors on va passer du coup maintenant sur le prochain style de trading, à savoir mon style de trading, le day trading. Donc évidemment, je vais le défendre, mais tu as le droit aussi de parler des inconvénients, parce qu'il y a, encore une fois, les styles de trading, il y a des avantages, des inconvénients, peu importe ce qu'on fait d'ailleurs. Donc le day trading consiste tout simplement à passer des positions dans la séance de trading. Vous ouvrez un trade le matin à 9h, vous le fermez à 11h, c'est un day trading. Vous l'ouvrez à 10h, vous le fermez à 16h, c'est un trade en day trading. Je vais également considérer qu'un trade en day trading, ça peut être un trade qu'on garde une journée, 2 journées, 3 journées, quand c'est un day trade qu'on n'arrive pas à déboucler. Je ne vais pas considérer pour ma part que c'est du swing trading si je reste 3 jours. C'est mon avis, après la frontière est assez mince entre ces styles de trading là. Donc le day trading, je trouve que c'est intéressant parce qu'on va passer moins de trades, moins de temps sur les graphiques, et une fois qu'on a mis son trade, son stop loss, son take profit, qu'on respecte l'ensemble de ses règles, qu'on prend le bon risque par position et qu'on respecte en réalité la stratégie de trading, on peut fermer la plateforme entre guillemets et dès son lancé. Et on enlève un peu ce côté psychologique, on reste sur l'écran comme un scalper et on passe encore une fois, je me répète, moins de temps sur l'écran. Par contre, il faut être beaucoup plus patient et ça je l'ai remarqué, ça en gêne certains. Ils rentrent sur leur plateforme le matin, le mardi. S'il n'y a pas de trade dans l'heure qui suit, ils ne vont pas forcément être contents. Pour autant, on peut très bien ne pas avoir de trade dans la journée, ça peut arriver. La patience. Et c'est la patience qui paye. D'ailleurs, il y avait une citation d'un investisseur américain qui disait ça, c'est la patience qui paye les impatients. Je ne sais plus exactement quelle était la citation. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce style de trading ? Non, le day trading, alors moi je trouve que c'est... Alors moi je fais du swing trading. Alors moi j'ai fait beaucoup de scalping, j'ai fait beaucoup de swing trading, mais du day trading j'ai du mal à m'y tenir en vrai. Alors est-ce que selon moi ce que je fais c'est considéré comme du day trading parce que j'arrive pas à déboucler ma position dans la journée, je sais pas. Mais tu restes combien de temps en position quand tu parles ? Moi ça peut plusieurs jours même. Ouais, donc vraiment plus swing trading on va dire. 3-4 jours minimum. 4 jours, 3-4 jours minimum, on passe dans le swing trading pour moi. Donc le day trading ça nécessite quand même voilà, beaucoup de rigueur.
beaucoup de rigueur quand même, parce que faut suivre beaucoup de choses, faut regarder l'analyse technique, faut pas se tromper non plus dans le calendrier économique, parce que je sais pas toi ce que tu en penses, mais le calendrier économique c'est quand même important en day trading, parce que autant en swing trading, une news, bon, elle va impacter le marché, mais elle va peut-être pas changer la tendance sur 3-4 jours ou sur une semaine, mais par contre sur une journée, oui, clairement, une news, elle peut invalider un trade dans une journée. Elle peut te faire sortir en day trading. C'est pour ça que ce que je recommande, et c'est ce que j'explique dans la formation G4 Trading, pour ceux qui ont du mal avec les news, c'est tout simplement de s'écarter des marchés lorsqu'il y a des news. C'est ça. Je parle des grosses news, sinon on trade jamais. En day trading, Évidemment. vaut mieux, si on maîtrise pas, vaut mieux s'en écarter. En swing trading, bon, c'est moins grave. Et puis tu vas chercher aussi beaucoup plus de points, donc même si tu as une news qui va mettre un peu de bazar, bon, ça peut arriver que ça soit bien violent, mais tu vas pas forcément aller chercher ton stop, parce que tu n'as pas forcément un stop à 30 points quand tu vas faire du swing trading. Après, le day trading, on peut pas le traiter non plus sur tous les marchés. Faut bien choisir son marché aussi. Mais c'est intéressant, c'est un style de trading intéressant. Mais c'est un style de trading qui nécessite beaucoup de rigueur, d'être formé. Merci. Et, Je te le dire. Et c'est à mi-chemin entre le scalping et le suivi de tendance. C'est-à-dire que le scalping, on joue vraiment sur les micro-mouvements. Là, on joue sur les mouvements intrajournaliers. Et l'avantage du day trading, à l'inverse du swing trading que moi je pratique, c'est que quand on a fait une mauvaise journée, le lendemain, on repart sur un tableau vierge. Or que moi, je suis mes trades, c'est un peu plus galère, quoi. Et puis tu regardes ta position. Oui, t'as remarqué hier. Hein. J'ai remarqué, Marc, on a tourné encore une fois une formation hier sur l'investissement ETF, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Et Marc, pas toutes les 2 secondes, je vais pas exagérer, hein, mais on va dire toutes les heures, tu es sur ta position quand même. Tu regardes un peu ce qui se passe. Quand tu fais du day trading, J'aurais pas tradé de la journée en fait. Je serais venu à Genève, j'aurais même pas ouvert ma plateforme. Là, je suis obligé de suivre ma position. C'est un peu un fil à la patte, quoi, quelque part. Donc ça, c'est le swing trading. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire? On a parlé du day trading. Sur le swing trading, tu fais du trading de tendance en swing trading? Ouais, alors moi, un style de trading Quel produit, futur, alors moi, CFD, comptant, explique-nous. Un style de trading que j'adore, c'est le swing trading contrarien. C'est ce que je pratique. J'essaie autant que possible de me positionner dans le mauvais sens du marché. Non, mais je plaisante, c'est une blague. Non, mais je rebondis à ça parce que quand je travaillais pour un broker, on se rendait bien compte aussi que les particuliers étaient souvent dans le mauvais sens. Il y a ce qu'on appelle le sentiment de client qu'on peut voir sur les brokers. Et d'ailleurs, on l'a avec IG aussi, et ça c'est super intéressant. On voit où sont positionnés les particuliers, par exemple sur Forex, sur d'autres produits. Et parfois faire l'inverse, quand l'écart n'est pas trop important, bien sûr, il n'y a pas un consensus trop important. Là, ça peut devenir intéressant. Donc, tu rigoles, mais sans. Non, mais je rigole parce que là, je suis en position que j'essaie de me dépatouiller. C'est une position pas terrible. Bon, bref. Mais non, ce que tu dis est très juste. D'ailleurs, je connais un grand trader à Londres qui traîne depuis 2004, je crois. Tu parles de satellite FX, ouais. Et c'est ce qu'il m'avait expliqué. Lui, et il fait travaille ça, vraiment avec le sentiment. Il fait que ça, lui. Il fait que ça et depuis des années, ça paye. Hein. Enfin, en tout cas, il est toujours là. 100% Forex. 100% Forex, là. Donc ça c'est. Alors non, moi, quel marché? Alors moi, je trade sur les CFD. Pour quelle raison? La simplicité. La simplicité, ok. Parce que les futurs, les turbos, alors il y a plein de produits qui sont adaptés. Je pense que tous les produits de bourse ou les produits dérivés ont leurs avantages, inconvénients selon ce qu'on veut faire. De toute façon, s'ils sont là, s'ils existent et qu'ils ont une raison d'exister, c'est qu'ils répondent à un besoin ou à une problématique. Les futurs sont très bien. J'ai pas envie de dénigrer les futurs, mais c'est compliqué, il y a des dates d'échéance, il y a des prix, enfin même le prix Et surtout toi, pour du swing trading, tu dis que tu fais du swing trading, je veux dire, tu n'as pas besoin forcément d'être sur les futurs, tu as besoin d'avoir cette précision-là. Par contre, on fait du scalping, je pense que les futurs avec le carnet d'or, d'être sur un marché standardisé, ça peut avoir intérêt. Ça dépend encore une fois de ce qu'on fait. Et il y a plein de gens qui voilà, par exemple, j'avais quelqu'un qui me disait, mais sur les CFD, il y a des swaps overnight tous les soirs, sur les futurs, il n'y a pas de swap. Ouais, mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le contrat futur, le prix, si tu traites un CFD, il est à 17 000 points par exemple, et ben le futur, il va être à 17 100 points parce que le swap, il est intégré dans le prix. Et plus on va se rapprocher de l'échéance, plus le prix va se rapprocher. Parce qu'il y a l'indice cash et il y a un indice futur en général. Et donc, en fait, au démarrage du contrat futur, il y a toujours un décalage parce que le swap est intégré
si l'échéance c'est un mois, pour un mois de swap, c'est intégré C'est dans pour le ça prix. qu'il y a des écarts de prix. Souvent, c'est une question qu'on me pose. Ben ouais. Je comprends pas. Mais Le c'est ça. CFD, il a pas le même prix que le futur. Surtout Et les le personnes prix, qui utilisent plus TradingView on aussi. arrive à la date d'échéance, plus il se rapproche du prix cash. Mhm. Donc en fait, il y a plein de gens qui mettent. Voilà, donc il y a des. Bon, moi, pour moi, Après, le swing trading, tu restes pas non plus 6 mois sur le marché. Non, Donc, je reste pas 6 donc mois. tes swaps, et les swaps aussi peuvent être positifs Ils peuvent selon être le sens dans positifs, lequel on est. On va pas forcément payer son courtier. Le courtier surtout, peut nous payer. surtout en ce moment où les taux d'intérêt sont plus élevés. Je te laisse nous parler rapidement du carry trade. Comme ça, après, on peut passer par la suite. Je sais que tu voulais en parler. Parce Alors, que c'est assez lié. Ouais. Alors, le carry trade, c'est un style de trading très intéressant à faire sur les devises. Mhm. Donc, on va jouer sur les différences de taux d'intérêt. Donc, typiquement, par exemple, aujourd'hui, le dollar, il est à 5,50. Il est à 5,50. Donc, si vous achetez du dollar, vous recevez 5,50 par an. Hein, c'est par an, hein, évidemment. Si vous vendez du yen, vous allez recevoir aussi, parce que le yen il est en taux d'intérêt négatif, il est à moins 0,1. Donc en fait, c'est-à-dire que vous allez recevoir 5,6% par an en maintenant juste une position ouverte. Si vous prenez un effet levier de 2, ce qui reste encore modéré, vous êtes Oui, clairement. à 11%, un peu plus de 11%. Et l'idée quand on va faire du carry trade, c'est de jouer sur ces taux d'intérêt, mais pas de jouer sur la fluctuation des devises. Donc on va par exemple prendre un graphe en daily, on va prendre la moyenne mobile 100 jours ou 200 jours, qui va correspondre au prix moyen, et on va viser comme cible d'achat ce prix qui théoriquement, alors ça c'est la théorie, attention, après il faut mûrir et réfléchir la stratégie, mais l'idée c'est que ce prix-là c'est le prix moyen, donc c'est un prix auquel dans un an ou deux on va revenir théoriquement. Et du coup, on achète à ce prix-là et l'objectif c'est de ressortir à ce prix-là 2 ans après. L'idée, c'est d'encaisser des swaps en fait. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et l'encaisser des swaps, c'est-à-dire que lorsque vous êtes sur votre broker, parce que là, tu parlais des taux d'intérêt, etc. Après, il faut quand même vérifier du coup avec son broker, avec sa banque, quels sont les Oui, swaps. parce que moi je vous ai parlé des taux d'intérêt des banques centrales. Et ça donne une indication pour les swaps, c'est lié évidemment. Voilà. Mais On n'obtient pas le taux d'intérêt de la banque centrale, à moins que vous soyez JP Morgan directement, mais dans ce cas-là, bon. parce que là, vous regardez peut-être pas cette vidéo. Voilà, je ne vous demanderai pas des conseils à Marc Raffard. mais sinon, avec votre broker, il va prendre une marge, il a des frais aussi, donc le taux un peu différent. Mais Après, il faut faire gaffe aussi aux swaps qui peuvent changer. Le broker a la liberté d'ajuster ses swaps à tout moment. Et par contre, il a l'obligation légale, sauf erreur, de vous informer. Souvent, vous recevez un email avec le tableau des swaps chaque fin de semaine, généralement. Après, ça dépend du courtier. Mais ça, c'est des stratégies qui peuvent être intéressantes. Mais c'est pas non plus ce que je peux remarquer, c'est pas les stratégies les plus rentables non plus. On se rapproche plus de l'investissement. Mais il y a moins de risques. Où on va parler de très bonne transition. On sent le métier. Alors, investissement dynamique. Donc là, on quitte un peu le côté trading. Alors, ça reste l'investissement dynamique, comme son indique, dynamique, qu'on peut mettre de l'analyse graphique, technique là-dedans. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'investissement dynamique ? Alors, dans l'investissement dynamique, il y a plein de stratégies, il y a plein de méthodologies. On va parler par exemple de stock picking. Donc, alors là, c'est plus du tout les mêmes outils en général d'analyse. On va pas utiliser nécessairement de l'analyse technique, mais on va plus utiliser des screeners qui vont vérifier tous les fondamentaux d'une entreprise. Donc, par exemple, qu'est-ce que le price earning ratio, enfin des trucs comme ça. Et on va choisir des entreprises qui ont les fondamentaux qui sont les meilleurs pour le contexte économique dans lequel on est et pour essayer de sortir une performance qui va largement dépasser les indices. Maintenant, attention, c'est très difficile de dépasser les indices. Les statistiques le prouvent. Oui, on en parlait hier, 90% des gestionnaires d'actifs font moins que le SP500. Ouais. Que les indices globalement. C'est ça. Et si on parlait tout à l'heure du scalping, si on est en scalping, on est tenté d'utiliser du levier parce qu'on gagne pas grand chose à chaque fois. Avec le stock picking, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'efforts à fournir de recherche, de travail dans les fondamentaux pour trouver l'action et composer son portefeuille et pour pas forcément gagner nécessairement plus que les indices. Quand on gagne plus que les indices, ça sera pas forcément pour gagner plus. Et la dérive, ça va pas être d'utiliser de l'effet de levier à ce moment-là, ça va être de partir sur d'autres marchés comme les small caps. Les small caps, donc les petites capitalisations qui délivrent plus de performance parce qu'elles sont aussi plus risquées
Et là, attention, parce qu'on part dans des dérives ou on part dans des trucs qui deviennent vraiment ultra risqués. Hein. Ouais, donc c'est vraiment adapté, on va dire, aux professionnels. Et encore, même les professionnels ont du mal à faire parfois des choses intéressantes. Et on part sur des marchés qui sont pas liquides, où les actions, parfois, elles bougent pas de la Tu peux journée. expliquer ce que c'est pas liquide pour les débutants qui écouteraient Alors, cette vidéo? pas liquide, concrètement, c'est que vous avez votre action en portefeuille et vous voulez la vendre aujourd'hui, et ben il n'y a pas de contrepartie. Voilà. Vous pouvez pas la vendre, il n'y a personne qui veut vous l'acheter. Donc, faut attendre lundi. Tout l'inverse d'une action comme Tesla ou Apple, Exactement. globalement, on rentre, on sort comme on veut. Donc là, on est vendredi, il faut attendre lundi. Et puis lundi, qu'est-ce qui va se passer? Vous, votre action, elle cote à 24 $, 24 euros. Et lundi, la meilleure offre qu'on vous offre, c'est à 19. Si vous voulez la vendre, ce sera à 19. Vous n'avez pas le choix. Ouais. Ou alors, vous la gardez. Ça, c'est les problématiques de la liquidité. Donc attention, quand on va sur des actifs boursiers, alors on n'a pas trop ce problème en trading, parce qu'en général, on trade que sur des actifs liquides, justement. Mais quand on part sur des small caps ou sur ou ce genre de choses, on se retrouve confronté à des problématiques de liquidité. On le retrouve très souvent sur les cryptos aussi. Ça. Très souvent sur les cryptos, on voit des cryptos qui ont fait plus 1000%. Ok, Ouais, d'accord, mais sur ces cryptos. les shitcoins là. Voilà, évidemment, c'est pas ça sur le Bitcoin. Non, c'est pas ça sur le Bitcoin, mais sur les petites cryptos. Et en fait, on regarde, on voit que la performance, mais on sort pas quoi. Mais non, mais c'est surtout, c'est qu'on voit qu'elle a fait plus 1000%, mais que la liquidité, si on veut vendre, il y a 200 $ de liquidité. Donc toi, si tu en as acheté pour 1000, tu vends, tu fais 1000% dans le sens inverse, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. La transition, du coup, on va la faire avec les investissements sur les ETF. C'est aussi, encore une fois, pour ça que tu es là, étant donné que tu as travaillé pour un émetteur d'ETF. Tu es le mieux placé, je pense, pour traiter ce sujet-là. Et moi, c'est ce que je fais, un investissement ETF en parallèle du trading. Je fais les deux. Trading, c'est intéressant. C'est, on va dire, comme certains le disent, du sport de haut niveau. Et on va chercher plus de performance, mais ça nécessite plus de compétences aussi, plus de formation, enfin il y a plus de travail. Il faut être passionné aussi, parce que comme c'est difficile quand même le trading, faut être un minimum passionné. C'est sûr que si c'est juste pour le côté financier. Voilà, moi comme je dis souvent, si vous vous intéressez au trading juste pour gagner de l'argent, il y a des millions de moyens de gagner de l'argent plus simple que le trading ou différemment. Le trading, faut vraiment. Alors on n'est pas toujours passionné au début. Enfin moi ça par contre, clairement je vais quand même clairement le dire. Vite le devenir. Ouais, c'est ça. C'est que moi c'est vrai que je me suis intéressé au trading à la base. Pour l'argent, mais j'étais pas formé, j'y connaissais rien, j'ai fait des pertes, et alors là où j'ai pas. Après, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, qu'on arrive à progresser, exactement. etc. Et là, j'ai commencé à me dire il faut que je me forme, donc j'ai commencé à lire des livres, suivre des conférences, me former, suivre des formations, etc. Et c'est là où je me suis passionné. Quand j'ai compris. Et puis aussi quand tu as intégré des brokers institutionnels et là, j'ai vu l'envers du décor en fait. Et c'est là aussi que ça te permet aussi d'être bien meilleur en trading. En tout cas, moi, ça a été un déclic dans mes résultats en travaillant pour un courtier, de voir pourquoi les particuliers, notamment, perdent et pourquoi certains gagnent. Tu comprends vite ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et tu comprends vite aussi que la stratégie miracle n'existe pas. Ça c'est évident et je le répéterai à chaque fois. Mais tu comprends un peu les règles, si ce n'est la gestion de l'effet de levier que tu dois mettre en place, que tu ne dois pas faire du trading contre tendance. Ça, c'est encore une fois, c'est mon avis. Et c'est ça en fait qui a fait mon déclic. Et oui, le trading, c'est un minimum de passion. Après, il ne faut pas non plus être snob entre guillemets. Aujourd'hui, moi, si je fais le trading, c'est pour l'aspect financier, même si je suis passionné par ça. C'est aussi pour l'aspect financier. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Qu'avec son téléphone, on va gagner de l'argent. C'est comme les signaux de trading. Moi, sur Internet. C'est un truc. Alors, moi, les applications, tu me diras ton avis, mais les applications de mobile le trading sur mobile se sont énormément démocratisées. C'est une bonne chose. Ça m'a permis toute la journée hier de te faire chier avec ma position sur le DAX. Mais en vrai, je connais des gens qui ne tradent que sur téléphone. Mais moi, je comprends pas ça. Ouais, moi, je comprends pas. C'est pour clôturer les positions ou surveiller. Pour suivre, mais tu peux rien analyser sur un éventuellement téléphone. adapter son stop loss ou adapter son take profit, mais. Sauf si tu as le téléphone Samsung là qui. Ouais, le truc qui se faisait. Et encore. Et encore, non, pour les applications de trading sur téléphone, c'est très bien, c'est une solution de secours. Vous êtes à l'extérieur, vous avez un ordre, une alerte qui se déclenche, quelque chose, c'est une solution de secours. On ne trade pas sur son téléphone. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Pourtant, j'en connais, des gens qui ne traitent que sur leur téléphone. C'est aussi dû à la communication de certains courtiers qui mettent en avant le trading facile en un clic sur son téléphone. Même parfois, quand on clique pour acheter, on a un bruit un peu comme au casino, qui est un peu, crée un peu, je sais pas si c'est le terme dopamine ou tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est clairement pas favorable de trader sur son téléphone. Et ça aussi,
c'était le cas avec les influenceurs qui ont vendu tout ce qui est signaux de trading, où l'idée c'était de gagner de l'argent juste avec son téléphone en trading. Ce qui n'est pas possible, hein. Gagner de l'argent avec des signaux de trading sans expérience, même si les signaux sont bons, on a du retard, on n'a pas forcément les mêmes conditions de trading que le compte master, on n'a pas le même capital, généralement c'est pas favorable. Encore une fois, même si les signaux sont bons. En revanche, quand on maîtrise un peu mieux le trading et qu'on suit des signaux professionnels, à la limite pourquoi pas, j'ai rien contre ce modèle, mais globalement ça fonctionne pas, et surtout quand on voit des signaux sur des plateformes qui sont pas réglementées. Et bon bah là les comptes Telegram, les machins, non mais il faut faire attention. Alors, faire attention, tout n'est pas voilà, j'ai pas envie d'être catégorique comme certains, mais comme moi par exemple. je sais pas si tu l'es, mais il y a quand même du positif dans certaines choses, mais généralement c'est, pour être honnête, c'est pas excellent. Et ça je l'ai vu aussi quand j'étais courtier, pareil pour les robots de trading. J'ai pas vu un robot de trading sur MT4 fonctionner, je dis honnêtement. Parce que souvent, c'est des martingales, déjà, il faut se poser la question. Le gars, il a développé un truc, pourquoi il le vend à $200 alors que c'est un truc qui gagne, quoi. Déjà, enfin, moi, j'ai un robot de trading demain, on me le donne, ou je le crée, ou j'ai l'idée. Il y a X moyens de monétiser ça mieux qu'en le vendant $200. Donc, faut toujours. En fait, moi, la façon dont j'aimerais bien résumer tout ça, parce que je me suis fait arnaquer plus jeune, plusieurs fois par des. Par un Ponzi. Avant de m'intéresser au trading, tout ça, à l'époque, en plus, j'étais gendarme et je m'intéressais à l'investissement. Je voulais placer mes sous, je suis tombé sur un Ponzi à Hong Kong. Enfin, bon, bref. Et de cette expérience où j'ai perdu mes économies à l'époque. Et ça, je garde je sais pas comment on pourrait dire ça, ça a vacciné en quelque sorte. Ouais, mais ce mojo, cette phrase que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Ouais. Donc moi, pourquoi pas avec des signaux de trading, ça, pourquoi pas des robots trading, pourquoi pas. Mais si on vous propose de doubler votre compte tous les 6 mois, voilà, c'est toujours pareil. C'est si la performance elle est complètement déraisonnable, c'est que c'est vrai. Il y a des robots trading probablement qui doivent fonctionner. Si vous avez l'impression d'avoir découvert la poule aux œufs d'or, c'est peut-être pas la poule aux œufs d'or. C'est sur ça. Encore une fois, comme ça permet de maintenant après, maintenant si c'est un robot de trading ou des signaux qui vous sortent 30-40% par an, c'est pas impossible. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas impossible. Mais ce qu'on voit souvent sur le robot trading, c'est des performances gagner 15 à 20% par mois. Et en fait, le problème est là, c'est plus le potentiel de gain est énorme, plus le risque est énorme. Et là, on est sur quelque chose qui est complètement démesuré. Et quelqu'un effectivement qui a un système de trading qui fonctionne très bien comme ça, en automatique ou presque, il va pas vous vendre le bot, il va créer une société de gestion, il va créer un service dans un cadre légal où là il peut lever beaucoup plus de cash et pas aller attirer un particulier sur un broker non réglementé, etc. Moi je vais te donner un exemple. Quand je travaillais chez JFD Broker, on avait fondé une entité qui s'appelait JFD Wealth. Wealth Management, c'est l'activité de gestion de JFD, et on recherchait vraiment ce genre de stratégie automatique. Donc on recherchait des robots de traders performants. On a eu plein de gens qui sont venus avec leurs robots de traders, machin, etc. Il y en a eu des intéressants, mais je peux vous dire c'est pas des performances de malade. C'est pas des performances de malade. Et 90%, et c'était des martingales, ou alors c'était des trucs qui marchent pas. Enfin bon, bref, donc du coup, faut faire. Si on s'intéresse à ça, il faut avoir déjà de l'expérience. Voilà, il faut avoir la capacité d'être trader. En fait, il faut être déjà un bon trader pour comprendre comment fonctionne le système et pour savoir s'il est valable ou pas. Ouais, très très bien expliqué. Alors, pour terminer du coup maintenant sur l'investissement ETF, explique-nous un petit peu les stratégies que tu recommandes, alors sans conseil d'investissement encore une fois sur les ETF. Explique-nous un petit peu tout ça pour terminer cette vidéo. Sur les ETF, vous avez aujourd'hui des milliers d'ETF qui existent, qui eux-mêmes répliquent des stratégies directement. Donc soit vous prenez une stratégie, par exemple, dividende. Ce qu'on appelle en ETF, on appelle ça des aristocrates dividendes. C'est les actions qui versent le plus de dividendes. À ce moment-là, vous allez être sur un ETF, vous allez acheter un ETF dont la stratégie est conçue de générer le plus de dividendes possible. Il faut faire attention, parce que les dividendes, contrairement à ce qu'on croit, et là je vais peut-être vous apprendre quelque chose, peut-être toi aussi, les dividendes ne sont pas nécessairement associés aux revenus de la société. C'est-à-dire que la société, elle peut faire des pertes et verser quand même des dividendes pour fidéliser les investisseurs. Oui, sinon les investisseurs partent et le prix baisse. De la même manière, une société... Ils ne peuvent pas les verser indéfiniment à un moment donné aussi. Ils ne peuvent pas les verser indéfiniment, mais il n'y a pas d'obligation légale de dire qu'il faut avoir fait des bénéfices pour verser des dividendes. C'est le conseil d'administration qui décide le montant du versement des dividendes.
A Après, contrario, généralement, c'est des boîtes qui versent des dividendes sur les 10 dernières Voilà, années. c'est Et ça. là, on se dit qu'il y a une stabilité. C'est pas une boîte qui va verser des dividendes de malade ouais. sur la dernière année et on va aller mettre énormément d'argent dessus. Parce qu'au final, il aussi, n'y a pas assez de recul. à l'opposé, il y a aussi les sociétés qui décident de ne pas verser de dividendes, mais à la place de faire Faire de la verser. croissance. Alors faire de la croissance, c'est-à-dire réinvestir ou racheter d'autres sociétés, racheter d'autres concurrents, etc. Donc en fait, se focaliser que sur les dividendes, c'est se mettre un peu des œillères et pas regarder tout ce qui est à côté. Et des fois, ce qui est à côté, c'est en termes d'investissement, c'est aussi super intéressant. Donc il peut y avoir la croissance. Donc on va dire aujourd'hui, le conseil d'administration va décider de ne pas verser de dividendes, mais par exemple de racheter un concurrent, ou de racheter une start-up, ou de développer sa croissance, ou de développer à l'international, etc. Et après, il y a aussi une troisième possibilité qu'on oublie, qui est pourtant super importante. Il y en a eu beaucoup en 2022, je crois, des programmes de rachat d'actions. Ouais. Donc en fait, au lieu de verser des dividendes, eh ben, s'il y avait 1 million d'actions en circulation, la société elle va en racheter 200 000. Donc elle va sortir ces actions-là. C'est un peu comme ce qu'on appelle... ce qui me fait rire avec les crypto-monnaies, c'est qu'ils ont l'impression d'avoir inventé un nouveau modèle économique, mais en fait, ils ont repris des trucs qui existent déjà. Donc dans les tokens, on appelle ça brûler des tokens. Donc on réduit le nombre de tokens en circulation, ce qui fait monter leur valeur. Mais en fait, dans les actions, ça existe aussi. On rachète des actions, on les détruit, et du coup, la capitalisation, elle est plus sur 1 million d'actions, mais sur 800 000 actions. Donc du coup, vos actions, automatiquement, elles valent plus. Bien sûr, ouais. On disait hier, on a eu un petit débat Ouais. rapide sur le sujet. Alors, aussi au niveau de l'investissement ETF, il y a des choses qui sont presque plus simples, on va dire. Ouais. Bon, là, ce que tu proposes, il faut bien choisir l'ETF en question. Quand même faire attention, hein, les ETF, donc tu l'as dit, il y en a quand même un certain nombre. Donc, ok, sur le papier, c'est simple, mais il y a plein de détails à connaître sur les ETF. C'est d'ailleurs l'objet de la formation qu'on a fait hier, qui est une formation qui dure 3 heures. Ouais, On a déjà 3 heures de contenu, probablement il y aura d'autres contenus qui vont être ajoutés pour avoir tous les fondamentaux nécessaires sur les ETF. Faustin m'a invité pour expliquer tout. On pensait pas que ça serait aussi long de tout expliquer. C'est impressionnant, mais après, une fois qu'on a vu tous ces aspects-là, tous ces critères, on comprend tout, j'ai dire presque de A à Z, sachant que toi, tu as été émetteur d'ETF, tu as travaillé dans les ETP, donc dans ces catégories de produits. Et on se rend compte qu'après, on peut faire des choses incroyables sur les ETF. Ça peut être fait en parallèle du trading. Et encore une fois, surperformer 90% des gestionnaires d'actifs. Et ça, on le voit. On a présenté aussi dans la formation, vous retrouverez probablement les liens dans la description, des outils de backtest d'ETF, de différents ETF. Pas juste backtester un seul ETF, mais combiner différents ETF, des systèmes de feed pour trouver les ETF. On vous montre aussi en direct comment pouvoir acheter des ETF correctement sur la plateforme. On vous présente aussi différentes stratégies que n'importe qui peut mettre en place après avoir visionné évidemment l'ensemble des contenus. Et le plus important sur l'investissement en bourse, c'est vraiment de passer à l'action, de se mettre une discipline. Et une fois qu'on a une méthodologie, qu'on est sur des bons produits, qu'on a constitué son portefeuille, de suivre cette discipline dans la durée. Ça ne sert à rien de nous rejoindre si derrière il n'y a pas un projet de préparer sa retraite, d'investissement moyen long terme. Parce que l'investissement ETF, pour moi, c'est pas un investissement qu'on va faire uniquement sur les 6 mois qui suivent. Il y a vraiment une stratégie long terme pour avoir ces effets aussi un peu composés, cumulés, qui sont intéressants. En fait, autant le trading, moi je n'irais pas forcer, dire à quelqu'un il faut absolument que tu trades s'il n'en a pas envie. Le Bien trading, sûr, c'est un choix, c'est une activité, c'est une passion. Voilà. Maintenant, l'investissement aujourd'hui pour moi c'est indispensable. Moi j'ai une quarantaine d'années, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt. J'ai été un peu plus flambeur plus jeune. Si j'avais commencé un peu plus à investir régulièrement tous les mois plus jeune, aujourd'hui, franchement, je serais bien. Je serais vraiment bien. Aujourd'hui, vous savez, on en parle beaucoup, les retraites, l'avenir, préparer son avenir, etc. Compléter sa retraite, voire même peut-être construire sa retraite. On ne sait pas dans 20 ans comment ça sera. C'est un indispensable. C'est-à-dire, vous verrez dans la formation ETF, on présente des ETF, enfin, il y a des ETF qui valent 10 euros. Je pense que ceux qu'on avait présentés dans la formation coûtent 10 euros. Donc 10 euros, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas mettre 10 euros par mois, même si vous êtes étudiant, même si vous êtes dans un studio. Il faut commencer cette démarche-là, en fait. Il faut commencer à y aller. aller. Le plus tôt possible. Il faut commencer à y aller, parce que si vous attendez, et ça c'est un point commun un peu avec le trading, ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est-à-dire attendre le bon moment, c'est une décision d'investissement. Comme quand attendre une opportunité de trade, c'est une décision de trade. Ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est manquer
une opportunité, enfin, pas manquer Là, je une- comprends bien ton exemple Tu vois sur ce le que je côté veux trading, par contre, je le comprends moins sur le côté investissement. Ne rien faire et dire je vais attendre plus tard de voir si pas les marchés vont baisser ou quoi. Ah, tu veux dire une Ouais. fois que tu as pris tes positions, etc., tu peux évidemment... Attendre de dire je vais Et- investir plus tard, je vais investir l'année prochaine. Mais pourquoi l'année prochaine? Parce que tu penses quoi? Tu penses que les marchés vont baisser? Tu penses qu'il va y avoir une crise? Investir pourquoi? Donc ne rien faire en investissement ou reporter à plus tard, c'est une décision. Ça veut dire que vous allez allouer votre argent ailleurs, que vous avez... C'est une décision d'investissement pour moi, ne rien faire. Ok, je comprends tout à fait. Alors maintenant qu'on a parlé des ETF, je le rappelle, vous avez tous les liens dans la description. Et si vous mettez en place des stratégies intéressantes sur les ETF, ça vous permettra d'éviter de passer par des boîtes de gestion ou passer par des sociétés qui vous facturent des frais incroyables. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire les choses par vous-même. Merci beaucoup Marc d'avoir décrypté avec moi rapidement les différents styles de trading et d'investissement. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. Je vous dis à plus tard. Et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.